Un monde post-apocalyptique, des abris anti-atomiques et des conséquences dramatiques, c'est Fumble aujourd'hui qui nous raconte ses souvenirs dans C'est quoi ton jeu, et ce sera juste après le petit générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast CQTJ. J'espère sincèrement que vous allez bien et que vous avez peut-être de la chance d'être en vacances. Moi c'est Joël, je vous accompagne lors de cette exploration de souvenirs et moments marquants du jour. Si jamais vous avez envie de raconter une anecdote qui vous a marqué autour d'un jeu, qu'il soit un jeu de société, un jeu vidéo, jeu de cartes, jeu de rôle ou en vrai n'importe quel autre style de jeu, n'hésitez pas un seul instant et envoyez-moi un message par Instagram, Blue Sky ou depuis mon mail qui est disponible dans le Linktree de l'émission. Cette saison tire déjà bientôt sur sa fin, mais je serai ravi de vous accueillir l'an prochain pour la saison 5. On est le 15 avril 2025 et vous le sentez peut-être, le printemps commence à s'installer tout doucement. Mais aujourd'hui, on va quand même parler d'un monde où le printemps n'a pas vraiment sa place, un monde dévasté, en ruine, mais un monde qui a marqué l'histoire du RPG à la fin des années 90. Et pour nous raconter ça, c'est avec plaisir que je reçois Erwan Lafleuriel, journaliste du jeu vidéo et rédacteur en chef sur IGN, si c'était toujours le cas, que vous connaissez probablement sous le pseudo de Fumble. Comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Merci pour. C'est toujours le cas. Oui. Tu veux que je me fasse virer, c'est ça? Non, Non, c'est non, bon, tout se passe bien. Je suis toujours rédacteur en chef d'Hygiène France, oui. alors bon, on parlera un petit peu de toi dans une seconde partie, mais je crois que c'est peut-être déjà rencontré à l'époque où tu étais chez Gameblog. C'est possible. On en parlera après, ouais. J'ai une petite tradition, à chaque fois que je reçois un nouvel intervenant dans l'émission, j'ai envie de lui demander comment le jeu est entré dans sa vie et du coup, on fait pas l'impasse avec toi. Comment le jeu, dans son aspect global, est rentré dans ta vie? Oula, on remonte très loin. Alors, dans mon enfance, vraiment le plus marquant, c'est l'arrivée du Commodore 64 chez moi, donc en 80-81 par là. Ouais. Avec le premier jeu Shoplifter qu'on avait eu, j'ai une vieille photo de famille, on nous voit rigoler. On venait de remarquer qu'on pouvait écraser les petits bonhommes au lieu de les sauver. Enfin, si tu te posais dessus, tu pouvais les écraser. Ouais, Shoplifter, c'est un jeu d'hélicoptère, enfin ça je me rappelle, Ouais, ouais. j'ai une vision de ça là, comme ça là. Tu allais chercher, en fait, tu allais détruire des tanks et des hélicoptères et tu te posais pour sauver des gens qui couraient vers ton hélicoptère. Mais si tu te posais mal dessus, tu les écrasais. C'est marrant, j'ai une vision comme ça. Putain, mais c'est sur quelle plateforme que je l'ai fait? Parce que je suis un peu plus jeune que toi, je suis né en 82. J'ai découvert ça bien après, mais c'était peut-être un portage sur Game Boy, de ce jeu-là, peut-être? Aussi parce qu'il y a eu plusieurs versions et il y a eu des suites et tout, mais bon, c'est pas non plus un jeu Oui, non, oui, voilà. énorme, quoi. Mais voilà, c'est la plus grosse découverte. Mais avant ça, il y avait déjà les jeux électroniques, donc des Game Watch. Ouais. On a eu la ColecoVision. Il y avait les jeux d'arcade. Ouais. Mes cousines avaient une console Atari, Ah donc excellent. on a fait E.T. En live. À l'époque, on ne comprenait pas que c'était injouable, mais on essayait quand même. Ou des trucs comme Centipede. Enfin, tout ça, je m'en souviens. Ouais. Centipede, c'était incroyable. Puis Globalement. puis après, donc les premières consoles un peu plus grand public que la Atari arrivent avec, les Nintendo et les Sega. Tu as découvert le jeu comment dans ton enfance? Tu sais, j'avais déjà 20 ans, hein. On est dans les années 90, donc 95-97, avant que le jeu sorte. Je suis tombé amoureux avec un screenshot dans les previews des pages de Joystick, je pense, à l'époque. C'était quand la dernière page était consacrée au jeu dont ils allaient parler dans le numéro suivant. Il y avait ce screen de Fallout où on voit un mec en armure assistée en power armor devant un rat de scorpion. Et ouais, j'étais fou déjà. J'étais, c'est quoi ce truc et tout. Et après, on a appris un peu plus sur le jeu. La démo est sortie, j'ai poncé la démo. Et voilà quoi. C'est un jeu très important pour moi. J'ai acheté un PC à l'époque pour Fallout. Ça tombe bien, j'ai pas mal de questions à te poser sur Fallout. Fallout, j'ai toujours, à chaque fois je le prononce en 2 mots, alors que non, c'est un seul mot. Normalement, ouais. C'est une période où j'avais pas trop de consoles en fait. 95, j'avais pas encore passé de l'Amiga au PC. Et j'ai jamais été trop console en fait. La seule console que j'ai eue, c'est cette période-là. C'était une 3DO, donc vas-y. Ah On bah va oui. dire que je suis un visionnaire. Elle était bien la 3DO, elle était vachement bien, hein, mais Ouais. c'était pas vraiment la console qu'il a fallu acheter à ce moment-là. Mais bon. Mais voilà, donc pendant toute une période, j'ai
pas eu beaucoup de jeux, mais je continue à suivre avec les magazines. Et puis à un moment, il a fallu acheter le PC et Fallout a été vraiment déclencheur de ça, quoi. Et c'est vraiment cette preview de Fallout qui t'a dit: «Bon, bah, voilà, là, on arrive à un tournant, il va falloir que je m'équipe pour pouvoir jouer avec des jeux un peu plus modernes». Ouais, ouais, bah, aussi un tournant de la vie qui fait que j'ai pu le faire aussi, m'équiper. Ouais, bien sûr. Mais ouais, ça tombait parfaitement. Ouais. Donc Fallout, c'est un RPG, donc le jeu est sorti en mars 98 en France, si je dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça, ouais. Donc c'est un RPG, tu avais déjà fait des RPG a avant de découvrir Fallout? Ah oui, 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 les RPG, ça a toujours été un peu ma came. Moi, ma série de cœur, à part Fallout, c'est Ultima, donc Ouais, OK. malheureusement un peu décédé maintenant. Il n'a pas l'air de vouloir revenir d'ailleurs. Et puis toutes sortes d'autres RPG, donc plutôt occidental, hein, j'ai Ouais, jamais été trop JRPG. OK, ouais, très bien. Les Ultima, pour le coup, j'ai jamais fait. C'est vrai que, tu pas le premier qui me parle avec, beaucoup de bien de cette licence. C'est une grande saga, oui. Peut-être un jour, faut que je découvre ça. Alors oui, j'ai découvert le RPG par le RPG japonais. Aujourd'hui, je suis ouvert à tout et ouais, je suis un peu frustré à chaque fois de pas avoir fait certains jeux qui sont considérés par Mm. mythiques de par les gens, donc Ultima qui a une grosse influence au Japon d'ailleurs. ouais. Pour revenir sur Fallout, maintenant j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que c'est que Fallout? C'est quoi le concept du jeu? Dans un premier temps que tu nous parles de ça et puis après on verra dans un second temps, qu'est-ce qui t'a marqué vraiment quand tu as eu ce jeu entre les mains? Qu'est-ce qui fait encore que ce jeu, tu t'en rappelles beaucoup aujourd'hui? Et peut-être même, qu'est-ce qui a conduit au fait que, bah, tu aies écrit un livre sur ce jeu? Fallout, de base, c'est un RPG post-apocalyptique plutôt cynique, sarcastique, avec beaucoup de violence. Ça faisait partie des documents de conception du jeu, comme quoi la violence allait choquer tout le monde. C'était prévu pour. Ouais, Et donc, en tant que RPG occidental, beaucoup de choix avec des conséquences. Donc, des choix de gameplay qui permet aux joueurs de résoudre les problèmes de manière, bah, soit avec les combats, soit avec plutôt le charisme, la persuasion, soit avec la furtivité, le vol, ce genre de choses. OK, Et donc plusieurs quêtes, une quête principale, plusieurs quêtes annexes, avec une fin qui permettait d'avoir un épilogue avec différentes fins selon ce qu'on avait fait, donc différents épilogues qui racontaient un peu ce qui se passait après. OK, Donc voilà, c'était un univers un peu à la Mad Max, mais on se rendait assez vite compte qu'il y avait tout un lien avec l'histoire pré-apocalypse en fait. ouais, C'est-à-dire que la fin du monde a eu lieu en 2077, mais c'était les États-Unis qui étaient ancrés dans les années 50 et la vision de l'avenir, du futur, ouais. de la science-fiction des années 50. D'accord, ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Ça a donné lieu à cet univers totalement unique qui est le rétrofuturisme années 50 post-apo, avec tout le sarcasme autour de bah, la guerre froide, la peur de la guerre nucléaire, Ouais, toute la propagande anticommuniste de l'époque, tout ça quoi. OK. C'est quelque chose qui est vraiment une alchimie de bonnes idées, d'univers incroyable, qui a fait que tout fonctionnait ensemble très bien, même si le jeu était plein de défauts, hein, faut pas se le cacher. C'est un jeu qui a eu un développement extrêmement compliqué, Ouais. qui est sorti un peu bancal, on va dire, hein, mais qui a connu le succès immédiat parce que voilà, c'était Mmh. unique en son genre, surtout pour son écriture et son ton. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même eu assez rapidement un Fallout 2, donc j'imagine que le premier a quand même bien fonctionné. Exact. C'est un titre qui a été fait un peu dans le garage de l'éditeur Interplay. C'était pas prévu, il a failli être annulé plein de fois. Ouais, Il s'est construit un peu avec une équipe de base menée par Tim Kaine et normalement c'est quasiment un miracle en fait qu'il ait vu le jour. Il a extrêmement bien marché, donc le 2 est sorti rapidement avec beaucoup de gens qui se sont greffés dessus, avec beaucoup de rapaces ouais, qui n'avaient aucun lien avec le premier, qui ont voulu prendre leur part du gâteau sur le deuxième, ce qui a fait que l'équipe de base est partie. Donc le deuxième était vraiment aussi bon, hein, mais ouais. un peu différent. Et bon, voilà, il est sorti assez rapidement. Et certains préfèrent le 2 au premier, d'autres préfèrent le premier au deuxième. Ouais, Bon, bon, ça après c'est les c'est typique, hein. Les deux sont très bons. Et, on parle du premier parce que c'est le premier de cœur et il a vraiment effectivement certains aspects qui sont supérieurs, qu'on n'a pas vraiment retrouvés depuis. ouais. Tu parles plus au niveau de la narration ou au niveau des mécaniques de gameplay ou autre chose? Alors, c'est vrai que les mécaniques de gameplay ont bon, forcément super évolué, puisqu'après, avec Bethesda, on est passé à la 3D et tout ça, Ouais. plus d'action. Ça, c'est pas le plus important en général. Ça évolue, c'est normal que ça évolue. Le ton, en revanche, et l'histoire et la narration, voilà, il y a eu des hauts et des bas. Mmh.
globalement, c'est plutôt bon, mais il y en a des meilleurs que d'autres, voilà. OK, ouais, je vois. Il se faisait en combien de temps à peu près le jeu? Comme c'est un RPG un petit peu avec un monde ouvert, tu peux te balader, ça dépend. C'est une bonne question. C'est assez rapide si tu veux, le faire normalement, en suivant la quête et en sachant un peu ce qu'il faut faire. Oui. À l'époque, il y avait un temps limité pour faire la quête principale, ça a été retiré. C'était une des erreurs de gameplay de l'époque. Ouais. Ah, il fallait tester, quoi. Ouais, voilà, ils ont essayé, c'était pas une bonne idée. Bon, c'est pas trop long, hein, Fallout, hein. Ça reste un petit jeu. Je n'aurais pas de nombre d'heures en tête. Ouais. Ça doit être dans la dizaine d'heures. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'était pas comme les gros RPG japonais de l'époque qui se faisaient en centaines d'heures. Non, là, c'était plutôt voilà, entre 10 et 20 heures, quoi. Ouais, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Après, avec les bugs, tu peux aussi le speedrun en Ouais, quelques minutes, hein. ouais, non, ça m'étonne pas. Moi, il y a un truc que tu as abordé et qui me surprend un peu pour l'époque, et en plus, ne connaissant pas Fallout premier du nom, c'est le côté monde ouvert. Qu'est-ce que tu entends par monde ouvert? Parce qu'à la base, ton héros, il est dans un abri, donc si j'ai bien compris, il a des missions pour aller à l'extérieur pour réparer des éléments de son abri, mais la composante de monde ouvert, c'est quoi? C'est un monde qui est généré procéduralement? C'est un truc que tu peux explorer comme tu le souhaites? C'est plutôt explorer comme on le souhaite, oui. Bah, les mondes ouverts ont peut toujours exister. Ultima aussi, c'était un monde ouvert, hein. Oui, oui, C'était une oui. carte globale. C'est devenu à la mode quand on est passé à la 3D. Les choses étaient un peu plus étriquées vu la puissance des consoles. C'était souvent divisé en petites zones. Et Oui, les nouvelles consoles, ça a pu s'ouvrir. Ces mondes ont pu s'ouvrir et donc on a parlé de monde ouvert. Mais si on sort de la 3D, il y avait des mondes ouverts avant. d'accord. Là, pour le coup, pour Fallout, c'est une carte, c'est la carte des États-Unis de l'Ouest, de la côte Ouest, OK. et avec des lieux placés dessus à des endroits fixes. Il fallait se promener sur cette carte. Donc c'est un petit peu un monde ouvert. Évidemment, les événements se faisaient sur des cartes fermées. Ouais. Quand on rentrait dans une ville, on était sur la carte de la ville. Quand il y avait un événement aléatoire, alors qu'on se baladait d'un endroit à l'autre, eh ben, c'était sur une petite carte. Mais moi, je considère que c'est une sorte de monde ouvert, oui. Oui, non, de toute façon, pour moi, à partir du moment où tu as une carte qui est plus ou moins vaste, si tu peux aller où tu veux et que c'est pas un couloir qui t'impose d'aller d'un point A à un point B, c'est un monde ouvert. C'est pas le plus important, mais ça donne une certaine liberté qui contribue au ton post-apocalyptique de Fallout. D'accord? Je pense que c'est important, mais ça pourrait changer aussi. Je pense qu'on pourrait avoir la philosophie de Fallout avec d'autres types Ouais, de jeux qui soient plus fermés. Ça ne serait pas un gros OK. problème. Ce que tu dis là, que tout le côté design du jeu est un peu enfermé dans, l'univers post-apo des années 50 et que c'est un parti pris volontaire justement qui est la marque de fabrique du jeu. Mm. On le retrouve tout le long de tous les jeux, même les jeux suivants qui ont été créés ou c'est vraiment spécifique aux 2 premiers? Ah non, c'est même développé après par Bethesda. C'est D'accord. même fortement développé par Bethesda après pour le 3 et le 4 ensuite. En fait, ce mélange d'univers, il a été imaginé par le directeur artistique. Mmh. C'était des potes qui faisaient le jeu après leurs heures du bureau. Ouais, Léonard Boyarsky qui, lui, a eu l'idée de rajouter cette composante au jeu. Donc le premier, en fait, ouais, si on regarde Fallout, c'est vraiment très post-apo à la Mad Max. Il y a des petites touches effectivement d'années 50 dans certains lieux, tu as même des touches futuristes plus science-fiction avec certains décors, certaines architectures, mmh, mais tout le côté rétro-futuriste, il est raconté à travers ce qui passe dans le passé en fait. ouais, pour essayer justement de faire le lien au niveau narratif et tout ça. C'est à travers les ordinateurs et puis bien sûr l'architecture, l'ancienne technologie pré-guerre qu'on retrouve un peu partout, tout ça effectivement c'est relié à cet univers. Mais ça a été rajouté un peu par-dessus et Fallout 2 dans la suite a repris tout ça sans vraiment, ils n'ont pas développé beaucoup plus que ça puisque c'était déjà Oui, présent et que le jeu s'est fait très rapidement, ils ont juste recréé un jeu par-dessus, quoi. Mais quand Bethesda a repris les rênes des années plus tard, ils ont vraiment thésaurisé là-dessus. C'est-à-dire que leur monde ouvert est vraiment influencé d'accord. dans le monde post-apocalyptique par les années 50. Donc dans la manière dont parlent les persos, dont ils sont habillés, à quoi ils ressemblent, à quoi ressemblent les ruines. Et c'est encore plus développé dans Fallout 4, Oui, ce qui crée une certaine dissonance en fait. Quand tu développes du post-apocalyptique, c'est toujours compliqué, parce que le post-apo, ce qui est intéressant, c'est que c'est post-apo. Si tu commences à te développer, ouais, prends une autre direction, et ça peut changer. Quand Bethesda place l'action des Fallout sur la côte Est, ils le font aussi plus tard dans le temps, oui, tu es un petit peu obligé de te demander pourquoi les gens sont encore ancrés dans les années 50, alors que ça fait bien 100 ans qu'ils sont sortis des abris. oui, c'est vrai. Normalement, les choses évoluent, quoi. C'est un peu le problème de Bethesda qui a figé cette direction artistique là-dedans. Alors ça fonctionne parce que c'est Fallout, il faut pas trop réfléchir, c'est un peu le style. Et puis c'est
Ça fait partie du charme de Fallout, c'est un point essentiel de Oui. le monde rétro-futuriste, c'est un point essentiel du jeu, donc c'est pas non plus déconnant ni, stupide d'avoir insisté dessus. Ouais, c'est ça, c'est sa propre marque de fabrique, mais c'est vrai que comme tu dis, s'il réfléchissait de manière un peu plus terre à terre, oui, non, enfin, les gens évoluent, donc le style devrait évoluer aussi, ouais. Voilà. Autant d'années après, même si, hein, c'est un monde dévasté, les choses évoluent, le style des vêtements évolue et tout ça. C'est pas censé rester, Oui, ouais, absolument. enfermé dans ton truc, même au sein des abris, normalement, même si les gens sont à fond dans leur petite société d'abris, enfermés pendant des dizaines et des centaines d'années dedans, normalement, Ouais, ça devrait il y a évoluer. un peu d'évolution, ouais. C'est pareil, tu vois, 100 ans après, pourquoi il y a autant de décombres? Pourquoi, quand tu rentres dans un bâtiment, Ouais. les gens sont là, ils ont même pas nettoyé un papier qui était par terre. C'est bizarre. C'est assez étrange que tout reste si post-apo. Alors que dans Fallout 1, tu avais des sociétés qui étaient vachement civilisées, elles étaient fermées et un peu fascistes, mais elles étaient tournées vers le futur. D'accord. Te concernant, il y a eu vraiment un avant et un après Fallout quand tu as découvert ce jeu? Bah, disons qu'après, j'ai un peu recherché le ton et ce que proposait Fallout dans d'autres jeux. J'ai vraiment jamais trop retrouvé l'alchimie exacte. Ouais, donc il t'a quand même suffisamment marqué pour que, tu puisses le considérer comme modèle, Ah oui, là tu totalement. un autre jeu post-apo, bah tiens, est-ce qu'on retrouve, ça qu'il y a eu dans Fallout ou pas? Oui, oui, totalement. Après, ils ont développé des choses qui sont un peu contre-productives dans Fallout et qui ont marqué les joueurs. En plus, avec le développement de certaines technologies et certaines possibilités, il y a certaines idées qui sont passées à la trappe. Ouais, Il y a plusieurs choses, Fallout. Bon, la violence, elle est toujours là, mais elle est moins fun. Si tu prends Fallout 3, ils ont toujours fait le show en disant, regardez, on explose les gens, on voit un œil qui part et qui rebondit. ouais, Mais la violence de Fallout 1 et 2, elle était plus artistique, elle était plus voilà, animée à la main, pixel par pixel. ouais. C'était beaucoup plus restreint, mais beaucoup plus intéressant. Ouais, c'était beaucoup plus artistique et donc du coup beaucoup plus suggéré. Oui, totalement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le ton a été gardé, mais c'est devenu un peu plus formel, un peu. Ouais, un peu plus, 2025, j'ai envie de dire. Voilà. J'aime pas beaucoup l'auteur actuel des Fallout. Son nom est compliqué. Émile Pagliarulo. J'arrive jamais à prononcer Je vois. correctement son nom. Je pense qu'il a des bonnes idées, mais qu'il les exécute mal en fait. Pour Fallout 4, les thèmes étaient très bons, mais le scénario était pas bon. Ah, c'est dommage. Fallout 3, c'était un peu le Star Wars 7 de Fallout. C'est-à-dire qu'ils ont un peu repris, OK. ils ont repris ce qui existait avant et ils l'ont refait. Donc ça a plutôt bien marché. Ah, mais après dès qu'il faut commencer à partir dans de la création, ça devient peut-être un peu plus, Voilà, il n'a pas maîtrisé vraiment ces sujets. Les thèmes étaient super bien, mais voilà, ça tournait un peu en rond. En plus, ils ont essayé de retravailler les dialogues, de retravailler la manière dont fonctionnent les dialogues, et ça marchait pas non plus. Donc ça a fait beaucoup de problèmes pour Fallout 4. ah putain, Voilà. c'est dommage. Ils ont même abandonné ce style-là avec Starfield. Ils sont revenus à un système de dialogue plus Fallout 3 que Fallout 4. Donc on voit bien qu'ils ont au moins appris la Ouais, leçon. tant mieux, mais bon, c'est vrai que Mais c'est ça montre qu'il s'était planté. Puis il y avait aussi, pour finir, le ton, quoi. La fin de Fallout 1, elle est unique en son genre. On l'a même pas retrouvée dans Fallout 2. ah ouais, C'était très cynique. On a effectivement retrouvé les épilogues, le fait OK. d'avoir, quand on termine le jeu, une idée de ce qui s'est passé ensuite, ce qui est assez rare maintenant, parce qu'avec les mondes ouverts, on te laisse jouer après C'est vrai ça. la fin, en général. Donc c'était quelque chose qui me faisait un peu peur quand Fallout 3 est sorti, mais effectivement, il boucle l'histoire, il raconte un peu ce qui s'est passé pour les différents endroits où tu as agi, Ça a été, ouais. et après ils te remettent dans le jeu à la limite. Mais au moins on a gardé ça, et ça c'était assez important. C'est quelque chose que j'ai toujours recherché dans des bons épilogues dans les jeux. Ouais, C'est ce que j'ai recherché dans pas mal de titres modernes, et c'est assez rare en fait. Ou alors ça vient dans des DLC. ouais, ouais, c'est pas forcément mieux, hein. J'avais lu un tweet d'un développeur qui disait que les bons épilogues, c'est quelque chose qui manquait aux jeux modernes, et je suis assez d'accord. Ah, l'un des derniers, moi, qui m'a marqué d'épilogue, c'est le premier The Last of Us. Ouais. À la fin, c'est fini, quoi. Tu restes sur ta fin, mais c'est fini et c'est à toi de te faire ta propre idée de ce qui va se passer, quoi. Et il y en a pour qui c'est pas trop grave, il y en a pour qui c'est Ouais, un peu frustrant, et j'aime bien avoir mes ouais, je peux épilogues. comprendre. Surtout quand il y a eu plusieurs décisions à prendre, en fait. Bah, très bien. Est-ce que ça, c'est des points que tu abordes justement dans le livre que tu as fait sur Fallout? Ouais, ouais, oui, il y a eu plein d'autres, bien sûr.
Le livre raconte un peu le développement, et Ouais, il raconte l'évolution du gameplay et du jeu, avec un peu ce focus sur la manière dont la communauté a été divisée à chaque fois OK. que quelque chose de nouveau est sorti sur Fallout. Mais bon, bah, il y avait les gens qui aimaient Fallout 1 et ceux qui aimaient Fallout 2. Maintenant, il y a ceux qui aiment Oui. le 3, ceux qui aiment le 4. Globalement, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le meilleur, c'est Fallout New Vegas, puisqu'on est revenu à des développeurs qui avaient bossé sur les premiers, avec une écriture absolument excellente. Ouais. C'est le meilleur malgré le fait qu'il utilise un moteur vieillissant qui en a fait un jeu vraiment difficile à jouer maintenant, sans remake. Ouais. OK. Mais oui, toujours, c'est les dialogues, l'écriture, le scénario, et c'est New Vegas qui remporte la palme à ce niveau-là. En attendant la suite, hein, on verra bien. Ah oui, parce que la licence, elle est pas encore morte pour autant, donc Non, il y en a un cinquième de prévu, mais alors c'est peut-être moi qui serais mort avant qu'il sorte, mais je le souhaite pas. on verra. C'est après Skyrim 6, donc ouah, on a le temps. Ouais, oui, il y a le temps de voir venir. Ouais, Ouais. peut-être horizon 2030, Mais on en verra bien. attendant, bah, on a des choses comme la série Fallout qui est excellente. Mais là encore, ça divise. Mmh. À chaque fois que quelque chose sort, la communauté est divisée. Et c'est intéressant parce que ça m'a permis de faire un lien avec le. C'est un peu cellulaire en fait. Au début, quand on imagine une cellule qui se divise pour créer un nouvel être, Ouais, puis en après c'est fait. 2, puis c'est 4. Oui, mais au début, c'est 2, t'en vois 2, après c'est 4, t'en vois 4, après ça commence à se brouiller, et au bout d'un moment, bah, tu vois plus chaque cellule qui s'est divisée, tu vois une nouvelle entité, effectivement. Ouais. C'est un peu ça l'évolution de Fallout. Au début, tu disais, oui, bah, le 1, c'est pas comme le 2, tout ça, mais au bout d'un moment, il y a tellement de contenu Fallout qui est vraiment bien que bah, c'est une nouvelle entité, et tu la prends comme telle, quoi. OK. Et puis voilà. Bah, en tout cas, si, vous, auditeurs, vous souhaitez retrouver un peu plus d'infos sur, justement Fallout, je vous invite à essayer de vous procurer le livre qu'a écrit Fumble sur ce jeu. En version numérique pour l'instant parce il n'est plus disponible, mais normalement, si j'arrive à boucler 2 nouveaux chapitres sur, Fallout 76 qui est le MMO et la série Fallout, la première saison, Ouais. il devrait être, réédité, en espérant d'ici la saison 2 de Fallout. Ouais, bah, écoute, moi, c'est tout le mal que je te souhaite en tout cas. En tout cas, voilà, le livre existe quand même en version digitale si besoin. Est-ce que tu peux maintenant te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Qui es-tu, Fumble? Ouh, c'est pas mon exercice favori, on va essayer de faire simple, voilà, Erwan Lafleuriel, j'ai commencé il y a un peu plus de 20 ans ce travail en rentrant chez Joystick, à l'époque où, l'équipe historique est partie. En fait, c'est au moment de rachat de la marque par Future, Oui. quand Hachette l'a revendue, et où, seul Arnaud Chaudron, Caféine est resté en tant que rédacteur en chef, donc il avait besoin d'une nouvelle équipe, et j'ai réussi à rentrer, et voilà. Après, je suis allé ensuite chez Monde Persistant parler de MMO, et 3 ans environ. Bon, ça n'a pas très bien marché, malheureusement. Ensuite, je suis rentré chez Gameblog pendant 5 ans, où je faisais pas mal de jeux indés, hein, on va dire. Pas que ça, mais voilà, c'est un peu ce que je recherchais. Et ensuite, c'est Aymeric Lalet, qui était aussi avant chez Gameblog, Ouais. qui m'a appelé pour lancer IGN France chez Webedia, qui lançait la marque. Voilà. On s'en a jamais compris pourquoi aussi. En fait, ils achetaient tout à ce moment-là et ils voulaient pas que quelqu'un d'autre achète IGN France pour avoir de la concurrence, alors que Ouais. techniquement personne n'aurait racheté IGN France pour faire de la concurrence à jeuxvideo.com. Personne ne l'avait fait avant et personne n'aurait voulu le faire, mais eux ils l'ont fait pour tanker le truc, quoi, pour qu'il existe sans exister. Donc on était une petite équipe dessus, on l'a fait exister, et quand Webedia a lâché le truc au bout de 50 contrats, bah, j'ai repris la marque histoire de continuer de la faire vivre. Ouais. Hygiène France va avoir bientôt 10 ans, bah, c'est déjà 10 ans. Et oui, ça passe vite, hein. Ouais, ouais, dont à peu près 4-5 à gérer tout seul avec une équipe d'indépendants qui grossit. Toujours aussi passionné quand même par le métier. Ah bah oui, totalement, totalement. J'essaie de déléguer un maximum parce que j'ai juste envie de jouer et j'en ai marre d'écrire Oui, je et comprends. de bosser sur des trucs. Laissez-moi jouer et profiter des trucs. Mais ouais, toujours excité par les nouveaux jeux, un peu plus focalisé sur ce que j'aime. Oui, bien sûr. Et puis on fait toujours beaucoup de mangas, animes, séries, films. J'essaie de faire un peu plus de tech, mais je sais, c'est pas ma spécialité. Mais Mmh. enfin tout ce qui entoure le jeu vidéo, quoi.
et ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, ça j'imagine pour faire vivre une entité comme ça, c'est, chapeau. C'est toujours fun. Mais voilà, on est quasiment comme une Bah, écoute, petite, équipe indépendante ouais, et on est vraiment très tranquille. On est, en fait, un site indépendant par nature, quoi. bah, écoute et puis si ça fonctionne et que ça se passe bien, moi c'est tout le mal que je vous souhaite de toute façon pour la suite de IGN France. Merci. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux en dehors de, bah, IGN France? Bah, j'ai mon Twitter, mon Blue Sky, c'est à peu près tout. C'est pas des endroits très sympas pour discuter, peut-être Blue Ouais, Sky. ou plus Blue Sky, Mais, ouais, en effet, ouais. ouais, plus Blue Sky. Et il y a un Discord, IGN France, où, comme, je m'en sers aussi pour travailler, avec l'équipe, bah, je suis toujours dessus. Donc, Très bien. vous pouvez passer, poser des questions, tout ce que vous voulez. On est toujours là à discuter de l'actu, quasiment en permanence. Eh beh, très bien. Mais dans tous les cas, je mettrai tes informations dans les notes de l'émission qui seront consultables, sur Podcastix, donc mon hébergeur. Oui, pas de problème. Bah, moi, l'émission, vous pourrez retrouver tout sur l'Instagram CQTJ Podcast, le site cqtj.fr également. Il y a également le Discord de l'émission. Voilà, tout sera dans les notes, donc que ce soit pour Fumble ou moi-même, vous savez où retrouver les infos. Est-ce que tu nous fais un petit mot pour finir? Eh ben, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des questions sur IGN France ou moi ou l'équipe. On est sur Discord, prêt à discuter. Ça nous permet de procrastiner et ne pas bosser pendant ce temps-là. Ça me va très bien. Eh beh, écoute, très bien. En tout cas, je te souhaite une très bonne fin de journée et puis je te dis à très, très vite. À bientôt. Ciao. Et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Alors d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien, jouez bien et surtout, n'oubliez pas qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?